Alors, mesdames, messieurs, merci d'être venus si nombreux et bienvenue au SMTC. Alors, on est au 5e étage du SMTC. Derrière, vous avez une sorte d'open space où se retrouvent toutes les équipes d'ingénieurs de toutes les institutions qui travaillent sur TAE. Et vous aurez l'occasion, si vous voulez y jeter un œil, de voir comment tout cela s'organise. C'est là que les personnels de Toulouse Métropole, de la SMAT, du SMTC et de l'AUAT se retrouvent quand ils ont des dossiers communs. Ils travaillent bien entendu dans leur institution, mais ils nous rejoignent ici. Donc merci pour cette présentation importante du projet mobilité 2020, 2025, 2030 et bien entendu du financement de la 3e ligne métro. Je vais immédiatement passer la parole à Jean-Luc Moudinque et puis ensuite nous attaquerons cette présentation. Bien, bonjour à tous. Alors effectivement, nous nous retrouvons pour la présentation du plan de financement tel que nous l'avions promis. Mes premiers mots sont pour remercier un certain nombre d'élus qui ont beaucoup travaillé ces derniers mois. Je veux saluer bien sûr l'investissement de Jean-Michel Latte, celui de Sacha Briand sur le volet financier, Francis Grasse, d'autres élus de Toulouse Métropole qui ne sont pas forcément ici, mais qui eux aussi ont contribué, et puis bien sûr les services du SMTC, les services de la métropole qui ont intensément travaillé. Je veux aussi faire référence aux 4 derniers mois écoulés qui ont été 4 mois de discussion aussi intenses que discrètes et donc efficaces avec le conseil départemental, le conseil régional, le SICOVAL, pour donner la possibilité de présenter une perspective qui soit solide. On n'est pas là pour procéder à un effet d'annonce, mais tout ce travail, toutes ces discussions ont permis de construire une ambition forte et un partenariat. La présentation d'aujourd'hui que Jean-Michel va faire, que Sacha et Francis compléteront, répond, je crois, à ces 2 objectifs. Premier objectif, bâtir une ambition forte. Pourquoi ? Parce que la grande agglomération toulousaine, depuis longtemps, détient, vous le savez, un record de développement, tant sur le plan des emplois créés que sur le plan du développement démographique. Et donc, face à ce développement record, il faut que nous soyons capables, nous, les collectivités, de présenter une ambition pour les transports en commun qui soit record, elle aussi, par son ampleur et son efficacité. Un plan ambitieux de développement des transports, avec certes TAE, la 3e ligne de métro, comme projet structurant, mais pas uniquement. Et le plan qui va vous être présenté aujourd'hui, je crois pouvoir le dire, c'est le plan le plus ambitieux de France de développement des transports en commun, après bien sûr celui de la région parisienne. Plus d'ambition, ça veut dire plus de moyens financiers. Ça ne sert à rien de parler d'ambition si celle-ci n'est pas corroborée concrètement. C'est tout le travail qui a été fait et qui sera présenté en détail. Ambition, partenariat. Partenariat, ça veut dire la capacité à discuter avec d'autres institutions, à échanger, finalement à co-construire une vision commune. Le plan qui va vous être présenté répond positivement aux demandes qui ont été formulées par les partenaires, en particulier la région et le département. Permettez-moi de saluer et de remercier l'engagement de mes 2 collègues, Carole Delga et Georges Méric, qui ont souhaité être à nos côtés, comme vous le savez, puisqu'ils ont communiqué à ce sujet il y a quelques semaines.
ils ont souhaité être à nos côtés pour cette troisième ligne et plus largement pour la feuille de route, le plan mobilité 2030 qui va être présenté. La définition de l'esprit de partenariat, c'est la capacité à faire des pas les uns vers les autres mutuellement. Et comme je constate, en m'en réjouissant, que le département et la région ont fait un pas d'importance majeure en venant au financement de la troisième ligne, il me revient à mon tour de participer à cet accord politique. Et c'est la raison pour laquelle je donne mon feu vert pour que, dans le cadre de ce plan pour les transports en commun, une collection supplémentaire reliant la ligne B et TAE au niveau du Palais soit étudiée selon le souhait formulé par le SICOVAL et formulé par le président Méric dans son courrier du 24 juin qui parle d'une voie unique en métro. Pour ma part, je reste convaincu qu'une desserte de cette liaison en métro ne se justifie pas du fait de la faiblesse probable du trafic, mais pour les raisons politiques que j'ai indiquées plus haut, je valide l'inscription de ce projet dans le plan Mobilité 31. Bien sûr, son financement sera exclusivement assuré par les promoteurs du projet et les partenaires annoncés. La conséquence de ces discussions, c'est qu'un consensus politique s'est créé pour la troisième ligne et au-delà de la troisième ligne, pour l'architecture du futur PDU, ce qu'on a appelé la feuille de route, ce que l'on nomme aujourd'hui le projet mobilité 2030. Ce consensus politique est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour l'intérêt général, c'est une bonne nouvelle pour notre territoire, la grande agglomération toulousaine, pour les habitants, pour les entreprises et pour les salariés. La présentation qui va suivre ne concerne donc pas uniquement TAE. Pourquoi ? Parce que la volonté a été fortement exprimée que TAE n'absorbe pas la totalité des financements et des investissements du SMTC au cours des années à venir. Et effectivement, TAE, projet structurant, va représenter 58% de l'investissement, mais l'ensemble des autres projets ne va pas être marginalisé ou négligé, puisque cet ensemble-là représentera 42%. Cette ambition, elle est assise sur une vision de grande agglomération et non pas une vision rabougrie au seul territoire de la ville de Toulouse. J'avais eu l'occasion de le dire, mais le plan qui va être présenté le concrétise très précisément. Cette ligne-là sera, de toutes les lignes, la plus transversale. Elle ne passera pas par l'hypercentre. Et donc, du point de vue du caractère d'agglomération, ça sera la plus agglomérée de toutes les lignes. Je veux souligner aussi le fait qu'elle sera la plus sociale, la plus en prise avec les bassins d'emploi, que ça sera aussi la ligne la plus multimodale, la plus interconnectée avec le ferroviaire, tout particulièrement. Alors, il me revient, comme président de la métropole, de vous indiquer les propositions que je ferai à mes collègues de la métropole. Dès le mois de septembre, je demanderai que la commission des finances, que préside Joseph Card, soit saisie de ce plan, de manière à ce que l'on puisse délibérer dès le mois d'octobre, pour que la contribution de la métropole au financement du système transport de la grande agglomération évolue considérablement. Je rappelle qu'aujourd'hui, la métropole cotise chaque année à hauteur de 100 millions d'euros, ce qui représente 98% du montant des contributions des collectivités membres du SMTC. Je proposerai demain
que cette contribution évolue de 165 à 180 millions d'euros. Évidemment, c'est la finalisation des discussions en cours qui, dans les mois à venir, permettra de préciser cette fourchette. Mais cette fourchette représente un effort historique, inédit dans l'histoire des transports toulousains, qui fera de la métropole, dans l'avenir, comme elle l'est aujourd'hui, à nouveau, le premier contributeur. La montée en puissance financière que je proposerai à la commission des finances de la métropole d'examiner sera la suivante. En 2018, faire évoluer la cotisation à un niveau compris entre 110 et 120 millions. À partir de 2020, un niveau compris entre 150 et 160 millions. Et en 2024, lorsque TAE sera mise en service, entre 165 et 180. Donc c'est cet effort-là, l'effort de la métropole, qui va permettre le financement de TAE en premier lieu, et au-delà de TAE, du plan mobilité 2030. Par ailleurs, je demanderai aussi, dans le cadre de ces discussions au niveau de la métropole, une contribution communale complémentaire aux villes de Colomiers et de Blagnac pour permettre le financement de la branche de TAE qui va desservir le pôle aéronautique jusque à la gare de Colomiers. À partir de l'engagement électoral que nous avions pris auprès des Toulousains, à partir de la délibération de décembre dernier sur ce qu'on appelait le tracé de référence, eh bien, nous avons eu 6 mois de réflexion, d'échanges, de débats qui ont permis d'aller au-delà, d'être encore plus ambitieux, avec donc un budget qui évolue à la hausse par rapport à ce qu'on avait prévu, mais qui, je crois, grâce à tout le travail partenarial que j'ai tenu à souligner, nous permet de vous présenter aujourd'hui quelque chose qui est très sérieusement réfléchi et consolidé. J'ai indiqué effectivement que la définition du partenariat, c'est de faire un pas, des pas les uns vers les autres. Et donc, j'ai donné mon accord pour qu'effectivement soit inscrit dans ce plan la liaison en métro en voie unique, puisque c'est la proposition la plus récente, entre le terminus actuel de la ligne B et la 3e ligne au niveau de l'INPT en passant par la zone technologique, la zone du parc technologique. C'est une idée nouvelle qui a été émise il y a quelques semaines à peine. Il n'y a donc pas d'études là-dessus et donc je donne mon accord pour qu'on étudie cette solution-là. Voilà, et pour qu'on étudie uniquement cette solution-là, puisque tel est le souhait des partenaires que j'ai cités. C'est-à-dire qu'il y aurait une ligne qui irait, la 3e ligne qui irait jusqu'à la baie, plus ce pont. D'accord. Alors on pourra rentrer dans le détail ensuite sur les questions. Alors, nous allons vous présenter ces éléments-là. Alors, juste un mot sur ce qui va vous être présenté. Il y a quelques semaines, je réunissais au sein du SMTC ce qu'on a appelé la conférence des exécutifs, c'est-à-dire tous les présidents des structures qui travaillent autour de ce dispositif. Monsieur Jacoberti était là. Et nous avons fait une présentation en 2 temps. Présentation des fonctionnalités et des enjeux de notre dispositif. Et puis, Sacha Briand a présenté au président d'exécutif le montage financier. Vous avez sans doute remarqué que suite à cette présentation, 2 jours après, le conseil départemental s'engageait et quelques jours en suivant, le conseil régional s'engageait aussi. Je pense que les choses étaient devenues parfaitement claires. On va vous présenter 4 points. D'abord, l'ambition que nous avons, nécessaire ambition. Ensuite, les apports du projet mobilité. Bien entendu, le scénario de financement. Et on terminera par la suite de l'aventure. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Quelles sont les grandes étapes qui vont suivre? Premier point, la mobilité. On parle de nécessaire ambition. C'est le grand projet de notre métropole au sens large du terme. Pourquoi? Parce que sans la mobilité, la croissance de notre métropole
sera problématique. Lorsqu'on parle de mobilité, on parle, je m'empresse de le dire, de plusieurs échelles. On parle de plusieurs échelles parce que la mobilité, c'est la vie quotidienne et le cadre de vie, c'est important. C'est l'environnement, on en parle beaucoup. Aujourd'hui, l'engorgement de nos rocades pose un vrai problème environnemental. C'est la mixité sociale, permettre à tous de se déplacer, en particulier en direction des niches d'emploi. Et puis, c'est le développement économique. Les premiers retours que j'ai eus quand on a présenté en décembre le premier tracé de cette ligne du monde économique ont été tout à fait intéressants. Le monde économique attend cette ligne et a beaucoup de besoins autour de cette ligne. Plusieurs échelles. On parle de l'aire urbaine, les 453 communes de l'aire urbaine. On parle de la grande agglomération toulousaine avec les 101 communes. Et puis le corridor d'études. Alors juste sur le corridor d'études, la troisième ligne, c'est 26% des habitants de la grande agglomération et c'est 48% des emplois. C'est un chiffre qu'on a souvent cité, mais qui est un chiffre tout à fait important. Et puis bien entendu, tout cela se greffe, et on le verra au travers de la présentation, sur les régions, sur la nation et sur l'international, puisque notre projet ne se limite pas à un espace géographique restreint, mais on va bien au-delà. Et pour cela, il faut développer une stratégie. Quelle stratégie ? Une stratégie globale qui débouche sur ce qu'on a appelé le PDU actualisé. Les trois enjeux majeurs que nous avons identifiés, c'est bien entendu l'accès aux emplois, la desserte des territoires, parce que l'habitat est très impacté par notre troisième ligne, et puis, et Francis Grasse en reparlera longuement, l'intermodalité. Une des clés aujourd'hui des transports urbains, voire au-delà, c'est l'intermodalité. Trois leviers pour agir, vous les connaissez, c'est la complémentarité des modes de déplacement, ce qu'on appelle le report modal, c'est la cohérence urbanisme-mobilité. Pendant longtemps, la mobilité était un petit peu le pompier de service. Les structures existaient, les problèmes existaient, et il fallait amener de la mobilité. Là, on raisonne en anticipation, en essayant d'améliorer cette cohérence urbanisme-mobilité. Et puis, bien entendu, l'optimisation des réseaux, de tous les réseaux, avec un meilleur usage de la route et du stationnement. Le SMTC-TICO est le porteur de ce projet mobilité, avec en particulier la rénovation, l'évolution du PDU, et le maître d'ouvrage du développement du réseau structurant du transport urbain. Notre chiffre, ce qui nous a mobilisés autour de ce dispositif, c'est ce fameux chiffre de 500 000 déplacements par jour à inventer à échéance de 10 ans. C'est la croissance extraordinaire de notre agglomération qui fait qu'aujourd'hui, si on veut répondre à cette croissance, si on veut accompagner cette croissance, la rendre plus possible qu'elle ne l'est aujourd'hui, il faut être en mesure de répondre à ce défi. 500 000 déplacements par jour à inventer d'ici 10 ans. Cela correspond à 3,8 millions de déplacements quotidiens, dont 500 000 en transport en commun aujourd'hui. Il faut bien mesurer le saut que ça représente. C'est un saut tout à fait considérable. Pour cela, nous avons en février 2015 présenté une feuille de route. Cette feuille de route, aujourd'hui, on la voit au gré de notre travail se concrétiser, devenir de plus en plus matérialisable avec plusieurs actions combinées. Et je vais céder la parole à Francis Grasse pour qu'il intervienne sur ce dispositif. Oui, pour illustrer cette carte que vous voyez s'afficher, bien sûr, on parle de troisième ligne de métro, mais en fait, une troisième ligne n'aurait pas de sens si on n'avait pas un système de transport. Parce qu'aujourd'hui, les Toulousains ou les habitants de l'agglomération, ils sont comme tous les citadins, ils sont prêts, ils le disent dans toutes les enquêtes, prêts à prendre des transports publics, mais à condition qu'il y ait une offre qui ait plusieurs caractéristiques. D'abord, il ne faut pas qu'elle soit trop loin, il faut qu'elle soit fréquente et il faut qu'elle soit rapide. Et moyennant quoi, ils sont prêts d'ailleurs à changer de mode et à faire une rupture de charge. Et d'ailleurs, les Toulousains le prouvent sur les premières et deuxièmes lignes de métro. Il y a près de la moitié du trafic qui vient de la connexion en voiture et en bus. Donc les gens peuvent se connecter dès lors que le deuxième mode est plus rapide et qu'il est fréquent, ce qui est le cas du métro. Alors, ce que vous voyez sur cette carte, effectivement, vous avez le tracé, mais on y reviendra tout à l'heure, du projet de troisième ligne. Mais vous voyez aussi que il y a d'autres effets réseau. D'abord, il y a, je vais commencer par là, la ligne A elle-même, qui est aujourd'hui saturée. Vous savez qu'on a engagé le travail de doublement des quais de la ligne A à un horizon 2019. Donc ça, c'est une action qui joue sur la capacité de transport, puisqu'aujourd'hui, on est à saturation.
Deuxièmement, à un horizon qui est proche 2020, vous voyez apparaître avec un trait rouge entre l'Ancopole et Paul Sabatier le téléphérique urbain sud, qui permet d'amorcer une sorte de rocade sud, vous voyez, de ceinture sud, qui permet de faire des liaisons qui aujourd'hui sont impossibles en transport public. Il n'y a que la voiture. Là aussi, en se connectant, vous voyez, à la ligne B notamment, et en desservant notamment l'Oncopole, où il n'y a aujourd'hui pas beaucoup de dessertes, comme vous le savez, et potentiellement pouvant aller à Basso-Cambo. Ensuite, vous avez le réseau Linéo, parce qu'effectivement, des lignes de métro tout seuls ne peuvent rien faire. Il y a les bus en général, mais il y a la possibilité d'avoir des lignes améliorées, accélérées. Là aussi, les caractéristiques, c'est plus de fréquence, c'est plus d'amplitude, notamment le soir. C'est très demandé. Le métro, il fonctionne le soir, mais pas toujours les bus. Vous voyez 10 lignes dont les premières vont se faire prochainement. La 2 vers Colomiers, la 3, la 1 qui existe déjà, hein, c'est celle qu'on appelle la 16 historiquement, et puis la 3 vers Tournefeuille-Plaisance. Donc, une étoile de réseau Linéo. Et puis, bien sûr, la 3e ligne de métro, et dont vous voyez bien d'ailleurs sur cette carte qu'avec la ceinture sud, on a une forme de rocade. C'est-à-dire que pour la première fois, on a une ligne de transport en site propre lourd qui sort du périmètre pur de la ville de Toulouse, puisqu'on est dans des communes périphériques, à l'extérieur, ou toutes proches, puisque la zone d'influence de cette ligne de métro va évidemment aller vers le nord, vers les communes, bien sûr, du nord de l'agglomération, vers celles du nord-est. Et donc, vous voyez qu'on déborde largement sur le territoire de la ville de Toulouse. Voilà. Et puis, bien sûr, il y a d'autres projets qui touchent la voirie. C'était ce qu'on appelle le BUN, le boulevard urbain nord, plus tous les aspects qui sont extrêmement complémentaires en matière de spot de covoiturage, qui est un mode qui se développe, vous le savez, tous les parkings relais, parce qu'effectivement, là, on ne les suit pas tous en détail, mais la connexion avec la voiture est très importante. La clé de la mobilité d'une agglomération d'une telle surface, d'une telle taille, c'est la combinaison des modes, et la voiture en fait partie. Il faut être capable de laisser sa voiture à un endroit et ensuite de prendre les transports publics. Voilà un peu la physionomie générale du réseau. C'est un vrai réseau très connecté et pas seulement une 3e ligne de métro. Alors bon, la 3e ligne, vous en connaissez le projet de tracé, 28 km de Colomiers à la Beige. On est à 200 à 220 000 voyageurs par jour estimés, ce qui est 2 fois plus qu'au démarrage de la première ligne de métro. Ça montre qu'on est déjà à un niveau d'ambition qui est très élevé. Bon, les chiffres, 1,7 à 2,2 milliards, on y reviendra tout à l'heure sur les aspects de financement. Une mise en service prévue pour 2024, évidemment, mais le président Moudenc l'a évoqué, forcément un projet partenarial. Et tout ceci est dans une logique, évidemment, de mobilité à long terme. La caractéristique des questions de déplacement, c'est que les infrastructures sont lourdes, et donc il faut le temps de les faire, et donc on est obligé de se projeter à long terme, sinon l'agglomération s'engorge en fait complètement. Alors on va continuer notre échange à 2 voix avec Francis pour présenter le deuxième point, ce sont les apports du projet. Quels sont les apports de ce projet? Quels sont les enjeux que nous avons pu identifier? Quelques éléments assez synthétiques, mais qui, je crois, parlent d'eux-mêmes. D'abord, les temps de parcours. On est sur des temps de parcours qui vont être considérablement réduits. Aujourd'hui, le problème du Toulousain et du métropolitain est double, c'est le temps et la fiabilité du temps. Avec cette 3e ligne, bien sûr, on sera sur une fiabilité du temps, c'est ce qui caractérise les métros. Et puis, on sera sur une baisse très conséquente. Vous avez un schéma qui vous est présenté du temps en transport en commun. C'est du temps de vie qui va être ainsi défini, réattribué aux Toulousains. Et nous avons voulu vous donner quelques éléments chiffrés qui caractérisent cette évolution. Un exemple de Airbus Colomiers Matabio, Matabio Aéroport, Airbus Colomiers La Beige-Innopole, tous ces exemples sont très frappants. On s'aperçoit que l'on passerait de plus d'1 heure, par exemple, pour le trajet le plus long, à moins de 40 minutes. L'emploi. La ligne 3, ce n'est pas que l'emploi, nous l'avons dit, mais les temps de parcours qui sont proposés sont très importants
dans le secteur professionnel. Et vous avez là une carte qui représente le monde professionnel toulousain et métropolitain avec les grandes zones d'emploi de notre agglomération. On voit apparaître dans ce dispositif à la fois les connexions, mais aussi les grandes zones où l'activité est aujourd'hui la plus forte, avec aussi, et c'est un élément important, le fait que les quartiers prioritaires de la ville vont être mieux connectés qu'ils ne le sont aujourd'hui à cette zone économique. Quelques chiffres très marquants mis en perspective. D'abord, on va essayer de passer de 2016 à 2024. Le réseau structurant, il faut, pour qu'il marche, qu'il soit à proximité de l'usager. Ce qui est important, c'est la distance entre l'entreprise et le métro, entre l'habitat et le métro, pour que cela soit efficace. En 2016, aujourd'hui, dans le réseau actuel, on a environ 301 000 habitants qui sont à moins de 10 minutes du réseau structurant. Ça correspond à 31% de la grande agglomération toulousaine. Si on se projette en 2025, on aura 507 000 habitants, vous voyez la progression, 507 000 habitants qui seront à moins de 10 minutes du réseau structurant. Ça correspond à 52% de la grande agglomération toulousaine. Et si on pousse l'exercice jusqu'en 2030, on sera à 560 000 habitants à proximité du réseau structurant. C'est là que les transports en commun deviennent attractifs. Et on considère que 6 habitants sur 10 de la grande agglomération toulousaine seront alors à proximité de ce réseau structurant. Même chose pour les pôles emploi, avec en plus la liaison des pôles économiques entre eux. En 2016, environ 183 000 emplois sont desservis par le réseau structurant. Ça correspond à 35% de la grande agglomération toulousaine. Avec notre projet, à échéance 2024-2025, on dessert 342 000 emplois avec le réseau structurant. Ça correspond à 65% de la grande agglomération toulousaine, sachant qu'on se base sur les chiffres 2013. Si on utilise, je sais que c'est Joseph Carle est très attentif à ce chiffre-là, si on utilise l'effet levier, on ira beaucoup plus loin. Sur les effets du PDU, je vais maintenant repasser la parole à Francis Grasse pour nous parler du rôle structurant de ce réseau au cœur des territoires. Alors, vous voyez, vous avez vu tout à l'heure la carte du réseau, et quand on voit ce territoire, Jean-Michel Hade vient de vous montrer à quel point les emplois vont être fortement impactés par la desserte de la troisième ligne. Mais si on veut parler d'un trajet domicile-travail, eh ben, il faut que le domicile il est quelque part. Aujourd'hui, les 2 premières lignes notamment et d'autres lignes desservent beaucoup de lieux plutôt liés à l'habitat. Et donc, pour pouvoir faire le domicile-travail, ben, il faut pouvoir se connecter. Et vous voyez par exemple qu'en 2016, aujourd'hui, on a 6 connexions possibles entre les lignes, je prends les lignes structurantes métro, les 2 lignes de métro, la ligne de tram et le train. Il y a 6 points de connexion et on a aussi 2 rabattements, 2 connexions possibles avec le linéo 1, avec la ligne 16. En 2020, on aura toujours ces 8 connexions métro, tram et train. On aura 2 connexions supplémentaires avec le téléphérique urbain sud et 8 connexions en plus avec le réseau linéo. Donc vous voyez, on passera de 8 à 16. On double les connexions à l'horizon 2020. Et quand on se projette à un horizon, bien sûr, 2025, on va passer à 9 connexions. On rajoute 9 connexions possibles avec la troisième ligne qui coupe la A et la B et qui aura 5 points de contact avec le train, plus des contacts possibles avec la ceinture sud. Et donc, on va, si on fait le total, on passe en gros de 8 à 28 connexions. Donc, on multiplie par 4 les connexions avec ce réseau structurant. Donc, vous voyez, on multiplie de manière considérable les possibilités de trajet qui, à chaque fois, vont emprunter une partie en site propre intégrale, donc la partie qui est la plus efficace, la plus rapide et la plus fréquente. Donc, on multiplie de manière considérable les possibilités de déplacement, notamment au domicile-travail. Alors, évidemment, j'ai cité le train.
connexion optimale entre le réseau urbain et le réseau ferroviaire. On va avoir, avec la 3e ligne, bien sûr, la connexion à la gare Matabio. Alors, la gare Matabio, c'est déjà un lieu de connexion, vous le savez. Mais ceci étant, avec la perspective du TGV et toutes les perspectives d'amélioration TER, évidemment, ça deviendra un pôle décuplé quoi, en termes de lieu d'échange entre 2 lignes de métro et le train. Mais aussi, les autres points de contact qui ont une importance d'une autre nature, puisque ça sera la connexion avec la périphérie. C'est le cas de Colombier, bien sûr, et de la Beige au Debout. Mais qui dit la Beige ou Colombier veut dire tout un territoire qui est autour de la Beige, autour d'Issy-Coval, ou autour de Colombier, qui va à Cornebarieux, Brax, Pibrac. Tout ça, c'est un pôle, à chaque fois des pôles territoriaux très importants. Et bien sûr, au passage, la Vache, qui est la connexion avec toutes les communes du Nord, cher à notre ami Denis Bacou, mais c'est tout le nord de Toulouse qui peut être irrigué pour donner cette connexion soit vers le nord-ouest, soit vers le sud-est, ou bien sûr vers le centre de Toulouse. Et puis, au passage, on a des gares qui sont intermédiaires, comme Montaudran, qui est un autre point de contact, puisque le secteur de Montaudran, bien sûr, est un autre pôle de développement interne à la métropole. Donc, vous voyez que là, on a une multiplication des contacts avec le réseau ferroviaire, avec des fonctions différentes, soit suburbaines, soit longue distance, mais qui sont tout à fait fondamentales. Et d'ailleurs, puisque je cite la longue distance, ça montre aussi que ce réseau structurant permet aussi le lien avec les habitants de cette grande agglomération toulousaine avec la longue distance, alors que ça soit la longue distance mondiale avec l'avion, puisque c'est l'aéroport de Toulouse-Blagnac avec une possibilité de connexion. Et je rappelle que l'aéroport, qui est aujourd'hui le 4e de France, a un objectif de 18 millions de passagers, mais aussi le trafic, évidemment, à l'horizon TGV, avec aussi une estimation de 18 millions de passagers annuels. Donc là, on est plus sur le territoire national. Donc ce réseau, il permet les déplacements locaux, mais il donne accès au réseau de déplacements nationaux et internationaux. Voilà un peu toutes les fonctions qu'il peut remplir. Merci Francis. On arrive maintenant au 3e point que vous attendez, je pense, qui est le scénario de financement. Alors, on a lu beaucoup de choses depuis des mois et des mois. On va rentrer maintenant dans le fond du dossier et je vais laisser la parole à Sacha Briand. Merci. Alors, le plan de financement, puisque la question depuis longtemps est posée de savoir comment il est possible dans notre agglomération de mobiliser, dans le contexte que chacun connaît, les ressources nécessaires à un programme d'une telle envergure. D'abord, un rappel sur la structure budgétaire du syndicat mixte des transports, juste pour que chacun comprenne bien qu'aujourd'hui, on a un équilibre budgétaire qui est basé, grosso modo, sur un produit du versement transport qui couvre les dépenses d'exploitation, grosso modo. Les recettes tarifaires, quant à elles, permettent de dégager une ressource complémentaire qui permet de financer les dépenses diverses, une partie des dépenses d'exploitation également, et d'assurer le paiement des frais financiers. Quand on regarde à plat la structure budgétaire, on peut avoir cette présentation. Mais naturellement, comme le versement transport et les recettes tarifaires ne sont pas suffisantes, et ce n'est pas le seul syndicat en France qui est dans cette situation, il y a les contributions des collectivités membres du SMTC. C'est 102 millions aujourd'hui. Et on voit bien dans ce schéma un peu à plat que ce sont les contributions des collectivités qui assurent la constitution de l'épargne qui permet d'assurer le financement des investissements. Donc pour bien comprendre la façon dont on construit le budget du syndicat, eh bien grosso modo, on retiendra que le versement transport et les recettes d'exploitation, les recettes tarifaires permettent de couvrir l'exploitation et de payer les frais financiers, et que c'est la contribution des membres qui permet d'assurer le financement des investissements. Alors nous avons travaillé sur cette base pour établir une prospective d'ici à 2030 et faire en sorte d'avoir une visibilité la plus claire possible sur ce qui peut arriver et les marges existantes. Rapidement, les éléments de contexte de cette prospective, c'est une inflation à 1,75,
parce qu'on anticipe aujourd'hui une reprise de l'inflation à moyen terme sur notre pays et sur la zone euro. Un versement de transport qui évoluerait de 2,5% en moyenne, ce qui est à la fois significatif mais prudent par rapport à l'évolution du versement transport sur les 15 dernières années, puisqu'il a été grosso modo plutôt proche des 4%, mais on considère qu'on peut être confronté demain à un léger tassement de ce rythme. Des recettes commerciales qui évolueraient en moyenne de 1,5% par an, donc un peu en deçà de l'inflation, parce que c'est ce qu'on constate de façon assez régulière, et on voit bien là qu'il y a une politique tarifaire maîtrisée sur cette période. Des charges d'exploitation qui évolueraient de 2% par an, et ça, c'est un élément extrêmement important, puisque, comme je le disais tout à l'heure, les charges d'exploitation étant financées grosso modo par la politique tarifaire et par le versement transport, le versement transport, on ne le maîtrise pas, on ne peut pas en augmenter le taux, et donc il est nécessaire d'avoir une maîtrise des dépenses d'exploitation qui permettent de préserver la capacité d'investissement. On verra tout à l'heure que 2% par an, c'est quand même un effort extrêmement significatif sur la période. Et pour ce qui est des simulations en matière d'emprunt, on est parti sur une hypothèse de 3,5 de taux, non pas demain, mais d'ici à 2020-2025, la période de forte de mobilisation, puisqu'on sait qu'on a aujourd'hui une phase de taux historiquement bas, mais il y a quand même un certain nombre de tensions sur les marchés qui laissent supposer qu'il y aura une remontée des taux. Alors, après, si demain on a moins de taux d'intérêt, parce qu'on peut après émettre plein d'hypothèses, de discussions, de questions et d'observations, si demain on a moins de taux d'intérêt, c'est qu'on a moins d'inflation. Si on a moins d'inflation, c'est qu'on a une politique salariale moins dynamique et donc moins de versement transport. Donc les différents critères vont se neutraliser partiellement dans leurs effets positifs ou négatifs. Parce que si, c'est qu'il y aura probablement une politique salariale d'évolution liée à une augmentation de l'inflation et donc des taux d'intérêt. Donc tout ça se neutralise et on a réussi à établir les bases d'une prospective équilibrée qui nous permettent d'avoir une vision à long terme. Alors aujourd'hui, et après les dernières discussions tous ces mois, le programme d'investissement sur les 15 prochaines années, il est stabilisé à un montant objectif de 3 821 millions. Ah, je l'ai tenté, on ne sait jamais. 3 821 millions d'euros sur les 15 années qui comprennent 1,5 milliard, 1,513 milliard précisément sur le programme de base du PDU, c'est tous les investissements patrimoniaux, le renouvellement des bus, tout simplement. Il y a une flotte extrêmement importante qui représente un volume financier très élevé. Vous avez entendu parler de l'accessibilité, vous avez entendu parler des problèmes des escalators dans le réseau, donc des dépenses importantes à assumer. Le doublement de la ligne A, qui est aussi un projet dont on parle, à mon avis, pas assez et pas suffisamment, parce que ça va entraîner une évolution de l'offre extrêmement significative à très court terme. Le programme Linéo, qui est cette étape déterminante de structuration du réseau sur le territoire, 1,5 milliard consacré à l'ensemble de ce projet sur l'ensemble du territoire. Et puis, le projet spécifique TAE, avec ses 3 composantes essentielles, la section Airbus-Colomiers, Airbus Defence and Space de 1,7 milliard, le secteur de Colomiers-Gare, donc à 141 millions, et la desserte du Sicoval, 267 millions. La connexion entre la ligne B et la 3e ligne sans rupture de charge, qui est aujourd'hui estimée à 180 millions, mais il faut bien le dire, à partir du moment où on part sur l'hypothèse d'une solution monorail, les estimations sont approximatives, on est sur une hypothèse haute et sur laquelle il y a un travail important à réaliser, soit les 3 milliards 821 millions. Comme ça a déjà été indiqué, nous considérons que la desserte de l'aéroport doit se faire dans le cadre d'un financement autonome et que cette desserte ne peut pas peser sur le programme d'investissement. C'est pour ça que cette ligne, elle est à part du programme de 3,8 milliards. Alors vous avez sur la diapo suivante la décomposition de ces différents éléments sur lesquels je ne vais pas revenir. Et il me semble important de bien montrer que c'est, on l'a dit, mais il faut quand même le répéter, c'est un programme extrêmement ambitieux et qui ne s'arrête pas à TAE. Parce que si on regarde
le programme d'investissement de ce mandat sur 2014-2020, eh bien, sur lequel il y aura assez peu de dépenses pour TAE, eh bien, on se rend compte que le programme d'investissement est déjà 30% supérieur à celui qu'il fut lors du mandat précédent. Et on voit que le programme qui sera marqué par la réalisation de TAE entre 2020 et 2026, eh bien, se situera à 180% par rapport au mandat précédent. C'est donc une ambition extrêmement significative et qui répond à quelques esprits chagrins qui ont pu considérer que ou essayer de faire croire que sur les années en cours de ce mandat, nous allions marquer le pas pour conserver la capacité d'investissement pour TAE. Non, sur ce mandat, nous faisons plus que sur le mandat précédent. C'est également en matière d'offres une dynamique extrêmement importante. Je l'ai dit tout à l'heure, la nécessité de maîtriser l'évolution des dépenses d'exploitation de 2% par an, c'est quelque chose et c'est un objectif ambitieux, mais qui, pour autant, ne met pas en cause l'exploitation, le réseau existant et son développement, puisque comme vous pouvez le voir sur cette slide, l'offre de bus va passer de 24 à 31 millions de kilomètres, pendant que l'offre métro va passer de 8 à 13 millions de kilomètres. Alors l'offre, ça n'est pas tout, puisque là, on a l'impression qu'on a un réseau surdimensionné en bus. Évidemment, un bus transporte beaucoup moins de personnes, de voyageurs que le métro. Et quand on sait la part actuelle du métro et du bus, on sait que les deux lignes représentent 2/3 des déplacements. Et on voit que l'intérêt du réseau lourd, c'est de pouvoir, avec une offre kilométrique plus réduite que le réseau de bus, emporter beaucoup plus de personnes, alors que le réseau kilométrique des bus, lui, permet de démontrer la présence sur le territoire, l'offre territoriale équilibrée sur l'ensemble du territoire. Et comme vous le voyez là, cette offre équilibrée sur l'ensemble du territoire du SMTC, elle est non seulement maintenue, mais elle est étendue de façon extrêmement significative sur la période. La desserte de l'ensemble des territoires sera bien assurée. Quelques chiffres complémentaires. 2% par an de maîtrise des dépenses d'exploitation, oui, mais pour autant, sur la période, eh bien, les dépenses d'exploitation vont bénéficier d'un soutien accru du SMTC, puisque nous allons avoir une évolution de plus de 100 millions d'euros. Les dépenses d'exploitation passeront de 242 à 347 millions sur la période, ce qui permettra d'assurer un passage de 120 millions de déplacements à 175 millions d'ici à 2030. Et comme vous le voyez, on va conserver, c'est l'une des clés de la maîtrise des dépenses d'exploitation, un coût de revient de l'ordre de 2 € par déplacement sur la période. Aujourd'hui, 121 millions de déplacements avec une subvention d'exploitation de 242 millions d'euros. Demain, 175 millions de déplacements avec un coût d'exploitation de 347 millions. C'est l'équilibre de cette stratégie qui vise aussi à l'optimisation des moyens. Et nous le savons, le choix du métro, c'est aussi le choix d'un système qui transporte beaucoup plus de gens à un coût de revient inférieur à celui du bus ou même du tramway. Alors, le programme et le financement d'ensemble de TAE, vous avez un camembert, en quelque sorte, qui permet de le synthétiser en l'état. Ce programme de financement n'est pas totalement finalisé, mais il est quasiment bouclé à ce jour, en tout cas dans des proportions telles que les deux principales collectivités qu'a citées Jean-Michel tout à l'heure, c'est-à-dire le conseil départemental et la région, eh bien, ont considéré qu'elles étaient en capacité à se prononcer aujourd'hui, ce qui marque bien leur conviction de la réalité de ce programme. 150 millions de la région Occitanie, 201 millions du département de Haute-Garonne. Ce que nous appelons les prérequis, c'est ce que nous considérons, sinon notifié, décidé naturellement, mais que nous considérons pouvoir sans grande difficulté obtenir de l'État et de l'Union européenne, c'est-à-dire 150 millions. Et je rappelle que nous avons d'ores et déjà obtenu 9,8 millions d'euros sur les études. Et la capacité d'investissement, la capacité du SMTC et notamment de l'un de ses acteurs principaux, Toulouse Métropole, dans les conditions qu'a évoqué Jean-Luc Moudin tout à l'heure, c'est-à-dire en faisant évoluer
la contribution de Toulouse Métropole, permet de dégager pour le SMTC la capacité à assumer 2 milliards 843 millions du financement de ce programme d'investissement. La prise en compte de la desserte de Sicoval, compte tenu des subventions qui ont été notamment ciblées par le département et de la prise de position de la région, permet de considérer que la charge nette qu'il conviendra d'intégrer dans l'évolution de la participation statutaire du Sicoval serait au maximum de l'ordre de 230 millions d'euros, avec, comme j'ai dit tout à l'heure, un énorme travail à faire sur la question de l'interconnexion, sur lequel il y a une sensibilité importante de choix d'aménagement qui peuvent emmener des économies importantes, la possibilité de mobiliser d'autres partenariats ou des partenariats complémentaires qui permettront très probablement de réduire sensiblement la charge pour le Sicoval. En l'état et sur la base de 230 millions, ça peut être représentatif d'une contribution annuelle de l'ordre de 14 millions d'euros, mais il est probable que le travail permette de le réduire de façon sensible. Et puis, pour les autres acteurs du SMTC, la communauté d'agglomération et le SITPRT, là, on verra le sens des discussions qu'il y aura demain en fonction, là aussi, des besoins de ces territoires et des besoins d'investissement de ces territoires qui permettront peut-être d'envisager une évolution de leur contribution statutaire. Vous le voyez, un programme de financement très largement bouclé aujourd'hui. Quelques points d'interrogation, en vérité. Un sur la section pour aller à Colomiers-Gare, sur lequel aujourd'hui la prise de position des différentes collectivités n'a pas encore permis de boucler l'ensemble du projet. Des discussions vont être menées, Jean-Luc Moudinque l'a rappelé tout à l'heure, l'a indiqué, avec la ville de Blagnac et de Colomiers, non pas pour assumer la charge de cette section, mais pour voir s'il est possible d'y contribuer et de faire en sorte de pouvoir consolider définitivement cette section qui nous paraît être extrêmement importante. Je vais y venir. Et donc, dernier point sur lequel il y a un travail important à faire, c'est les 171 millions que vous voyez en gris et en haut, qui représentent aujourd'hui l'incertitude, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que sur ces 171 millions, on ait la certitude de pouvoir les obtenir de l'État, du département ou de la région. Il y a un travail à finaliser pour pouvoir boucler complètement ce programme de financement, mais les zones d'incertitude aujourd'hui sont extrêmement limitées et on voit bien que la quasi-totalité du projet, alors même que nous sommes à quelques années, à 4 ans du début des travaux, eh bien, est quasiment totalement sécurisé. Alors, je vais y venir. Je vais venir en évoquant à la fois les points avec les partenaires et puis le travail qui reste à faire. Aujourd'hui, nous avons un financement donc, qui est largement bouclé, très largement bouclé. Le département, 201 millions et qui a exprimé un certain nombre d'objectifs politiques auxquels la présente conférence de presse répond positivement sur l'ensemble des éléments qui ont été soulevés. La région, qui s'est exprimée sur 150 millions et sur lequel, là encore, la présentation d'aujourd'hui répond totalement à ces demandes. Le Sicoval, avec qui nous avons eu des discussions permanentes ces derniers mois et avec qui nous allons continuer à travailler à la fois pour définir le solde net de la desserte de ce territoire et les conditions de modification statutaire qui permettront d'en assurer le financement, mais avec, à mon avis, peu de difficultés pour atteindre l'objectif. La nécessité, naturellement, de consolider les estimations qu'on exprime à l'égard de l'État et de l'Union européenne, mais là encore, des éléments qui sont modestes. Les éléments qui, eux, doivent faire l'objet d'une précision très factuelle, c'est d'abord la convention de partenariat et les conventions d'application à passer avec le département et la région, puisque nous devons maintenant affiner et travailler concrètement aux dispositifs contractuels qui permettront de finaliser ces discussions, sans, je le dis, mais c'est un peu mon rôle, sans écart peut-être supplémentaire du département et de la région, qui permettrait à la fois de réduire la charge pour le Sicoval, de boucler la section de Colomiers-Gare, ce qui répond au demeurant à leurs objectifs. Donc encore un petit effort permettra certainement de lever ces derniers points d'interrogation.
sécuriser la participation de l'État et de l'Union européenne. Il y a des appels à projets auxquels il va falloir répondre, et notamment dans le cadre du pacte État-métropole que Jean-Luc Moudin, en sa double qualité de président de Toulouse Métropole et de président de France Urbaine, a mis en œuvre avec l'État. C'est évidemment un sujet que nous devons intégrer, qui permettra, j'en suis sûr, de mobiliser des financements complémentaires. Je l'ai dit, avec Blagnac, le Sicoval, le Colomiers, voir comment nous pouvons sécuriser l'ensemble du dispositif et pouvoir débloquer définitivement la desserte de Colomiers-Gare. Sur l'aéroport, des pistes de réflexion ont été évoquées. Il y a un travail encore qui doit être mené, mais nous avons le temps de le faire. Et nous avons le temps pour trouver effectivement un dispositif partenarial dans lequel, comme Jean-Luc Moudin a déjà eu l'occasion de le dire, cette section ne sera pas à la charge de l'autorité organisatrice des transports, puisqu'elle accompagne le développement de l'aéroport, puisqu'elle est précisément un outil nécessaire et utile au développement du plan d'activité de l'actionnaire principal de l'aéroport. Et enfin, eh bien, une marge qui est celle de l'optimisation des coûts d'investissement. On est évidemment à un niveau du projet et des projets, tous, qui est en phase préalable, de définition préalable, et nous devons avoir en tête en permanence la nécessité de rechercher les marges d'économie, les optimisations qui seront nécessaires et qui permettront, sur les quelques dizaines de millions qu'il manque pour boucler totalement le tour de table, eh bien, de trouver des marges qui permettront, avec les soutiens complémentaires que nous allons mobiliser, eh bien, de finaliser l'ensemble. Mais ce programme de 3 milliards 821 millions d'euros, c'est un programme dont il faut considérer que si nous pouvons réaliser 50 ou 100 millions d'euros d'économies, en travaillant mieux, en ayant des idées, des innovations, en bénéficiant des solutions techniques nouvelles aussi qui émergent, eh bien, il faut naturellement avoir toujours en tête cette nécessité d'assurer l'optimisation de l'utilisation des deniers publics. Alors, le schéma suivant présente la synthèse un peu de ce programme sur TAE. Alors, je le dis au président Auberti, il manque une flèche, parce que c'est toujours entre la connexion entre B et TAE à proprement parler, mais il y a quand même le cartouche qui rappelle cette interconnexion à Calais. Et enfin, donc, pour répondre à la question, l'emprunt, mais l'emprunt n'est pas une ressource. L'emprunt, c'est un moyen. Et la question, ou plutôt le point qui me semble important de soulever, c'est que l'emprunt n'est pas une recette. L'emprunt, c'est de l'argent qu'on vous prête et qu'il faut rembourser. Et en vérité, la question fondamentale du financement du programme de développement des transports, c'est la capacité, non pas du SMTC d'ailleurs, mais des collectivités membres, à pouvoir assurer le remboursement des annuités des emprunts qui seront souscrits. Sur la capacité du SMTC à mobiliser 2,8 milliards d'emprunts, puisque pour assurer le financement de ce programme de 3,8 milliards, il faudra grosso modo mobiliser 2,8 milliards d'emprunts. Là, je peux vous rassurer, nous avons aujourd'hui une situation qui est saine au niveau de Toulouse Métropole. Nous avons une stratégie lisible de la part des partenaires financiers, et cette prospective est également claire et lisible vis-à-vis des partenaires financiers. Il y a quelques semaines, j'ai organisé une réunion de travail et de présentation avec les établissements bancaires et les opérateurs classiques des marchés financiers. Nous avons des contacts avec les opérateurs internationaux, avec la BEI, pour pouvoir présenter notre stratégie. Ce qui a été retenu, c'est une stratégie claire sur la stratégie budgétaire d'ici à 2015. Et je peux vous dire que la quasi-totalité de ceux qui étaient présents à cette réunion ont d'ores et déjà indiqué qu'ils souhaitaient participer au tour de table et de financement de ce programme. Et alors même que nous n'avons lancé aucune consultation, nous avons eu déjà des manifestations d'intérêt qui dépassent les 800 à 900 millions d'euros. Donc, vous le voyez, sur la capacité à mobiliser les emprunts, pas de difficulté. Alors, après, nous avons aujourd'hui un stock de dettes. Et nous allons ajouter à ce stock de dettes, mais qui va décroître, c'est le schéma que vous voyez là, nous avons ajouté à ce stock de dettes 2,8 milliards d'emprunts. Nous partons sur, je l'ai dit tout à l'heure quand j'ai évoqué les hypothèses de l'analyse prospective, sur de la mobilisation de prêts en moyenne sur 25 ans avec un taux d'intérêt qui se situerait à 3,5%.
Alors, certains vont me dire, oui, mais pour une troisième ligne, 25 ans, on pourrait faire 40. Non, on peut faire 40 pour le génie civil. Mais dans les 3,8 milliards d'investissements, on a aussi les bus. Et les bus, c'est pas 40 et c'est pas 25. Donc, 25 ans, c'est une durée moyenne qui tient compte aussi de la capacité de remboursement et du respect des ratios de la BEI. Donc, c'est un équilibre à trouver entre l'ensemble des éléments qui permettent de déterminer la capacité d'investissement, 2,8 milliards, nous l'avons, la durée moyenne des emprunts et surtout d'aboutir à une réponse fondamentale, c'est la capacité à rembourser ces emprunts. Puisque je l'ai dit tout à l'heure en préambule dans la présentation de la structure budgétaire, les recettes d'exploitation et tarifs payent l'exploitation et les frais financiers et c'est les contributions des membres qui payent l'investissement. Et c'est donc les contributions des membres qui ont vocation à assurer le remboursement des annuités d'emprunt et particulièrement l'amortissement du capital. Et c'est en ayant la capacité à démontrer aux partenaires financiers que Toulouse Métropole peut faire évoluer sa participation à 165 à 180 millions d'ici à 2025 que nous garantissons la capacité à rembourser les emprunts. Et donc sur la période, nous allons avoir d'une part 1,4 milliard du stock actuel de dette qui va progressivement disparaître et qui nous offre la possibilité d'emprunter en renouvellement. Donc sur les 2,8 milliards d'emprunts, il y en a 1,4, c'est en fait le stock actuel qui disparaît, qui est remplacé. Et nous avons en réalité à peu près 500 à 600 millions d'euros d'autofinancement du SMTC qui va permettre d'assurer le remboursement d'une partie des emprunts. Et in fine, après une période de cloche au moment de la construction de la troisième ligne, comme vous le voyez sur le deuxième tableau, nous allons monter à peu près à 2,8 milliards de stock d'emprunts pour retomber rapidement à un niveau, j'allais dire de croisière, de 2,5 milliards. C'est-à-dire que aujourd'hui, le programme de 3,8 milliards d'investissement aura pour conséquence concrète d'amener la dette qui est actuelle de 1,4 à 2,5 milliards en 2025, c'est-à-dire 900 millions. Et c'est en fait ces 900 millions de différence qui génèrent un besoin d'évolution de la participation des collectivités et auquel nous répondons en amenant la participation, notamment Toulouse Métropole, de 100 millions à un niveau de 165 à 180 millions d'euros de participation annuelle. Sur les 2,8 milliards, combien affecté au métro? Pardon? Sur les 2,8 milliards, combien affecté à la seule ligne de métro? Non, mais c'est un programme global. Sur 3,8 milliards d'investissements, il y a 2,8 milliards d'emprunts. Pas de détails sur le métro. On n'affecte pas là-dessus, c'est un programme global. Alors, la participation, l'évolution de la participation de Toulouse Métropole, Jean-Luc Moudenc l'a indiqué tout à l'heure, de l'ordre de 165 à 180 millions d'euros. Comment on la finance? On a eu l'occasion de faire un point au sein du groupe de travail finance de la métropole, auquel d'ailleurs j'avais convié également Joël Carreras, bien qu'il n'en soit pas membre, parce que nous avons souhaité apporter la plus totale transparence sur la prospective de Toulouse Métropole et sur les conditions de financement de cette troisième ligne. Nous avons sur Toulouse Métropole une structure fiscale qui fait que chaque année, on a en moyenne à peu près 12 millions de recettes fiscales supplémentaires. C'est l'évolution, l'effet base. Et de fait, si on est sur une agglomération où il y a une évolution de la population... Périphérique urbain sud, et on peut déjà dire que ça sera très certainement un Francis de très haute qualité. Le chantier de la ligne A. Alors, je retiens ce que Sacha Briand a dit tout à l'heure quand il a indiqué on ne parle pas assez de la ligne A. C'est vrai, on ne parle pas assez de la ligne A. La ligne A, et je crois que le chiffre est important, Sacha, on va passer de 220 000 passagers jour possibles à 400 000 passagers jour possibles. 220 000 à 400 000, le chiffre est très considérable. Et je crois qu'on ne se rend pas assez compte aujourd'hui de tout l'effort que cela va représenter et de l'effet levier que nous pourrons obtenir lorsque cette ligne A prolongée sera en pleine exploitation. Et puis, autre élément important, nous signerons le nouveau contrat de service public avec la régie pour une mise en place au 1er janvier 2017. Il y a eu quelques inquiétudes sur d'éventuelles privatisations. Cette signature fixe définitivement le cadre juridique pour toute la durée du contrat, donc la question ne se pose plus.
Voilà pour ce que nous voulions vous présenter ici. Et bien entendu, nous sommes à votre disposition pour répondre à d'éventuelles questions. Oui. J'ai une question sur ce graphe-là. Le petit encadré. Quelle page? La page. Page 22. Dans le financement du PLB monorail, pour les 180 millions qui avaient été mis en avant par le Conseil général, il y avait le financement de Toulouse Métropole. Il y en a pas un qui était prévu sur l'option téléphérique que vous aviez envisagé. Et là, ça n'apparaît pas. C'est-à-dire qu'il n'y aura aucun financement autre que l'État, région, département, Sicoval. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure en préambule, l'investissement, on le voit bien dans la structure budgétaire, l'investissement est financé par la contribution des membres. Donc, là, on est dans une discussion qui a été menée entre le SMTC, Toulouse Métropole, le département et le Sicoval, qui vise à prendre une demande spécifique, sur laquelle Jean-Luc Moudin qui a eu l'occasion de nous rappeler son point de vue tout à l'heure sur la solution technique. La demande spécifique qui a été fixée par notamment le département et qui répond aux souhaits du Sicoval, c'est d'avoir une solution sans rupture de charge, mais avec, c'est vrai, la précision d'une structure, d'une situation monorail. Donc, de la même manière qu'aujourd'hui, seule Toulouse Métropole va assumer le remboursement des investissements des infrastructures lourdes qui se situent sur son territoire, la proposition qui a été faite, c'est de considérer que, avec l'aide du département et de la région, eh bien, le solde net de l'opération et de l'État, le solde net des opérations d'investissement et d'infrastructures lourdes de transport desservant le territoire du Sicoval avait vocation à être assumé, comme c'est le cas pour Toulouse Métropole, dans le cadre d'une évolution de la participation annuelle de la structure. Donc on est sur une logique qui vise tout simplement à clarifier un peu ce qui aujourd'hui est flou depuis très longtemps. C'est comment sont calculées la contribution des membres du SMTC. Pourquoi Toulouse Métropole est à 100 millions aujourd'hui? Pourquoi les trois autres collectivités sont à 2 millions seulement, alors qu'elles représentent 25% de la population? Donc l'idée, c'est de mettre en corrélation les investissements spécifiques liés au territoire avec la participation qu'ils versent annuellement au SMTC. Voilà, c'est une base de... Alors après, on va travailler bien sûr avec l'ensemble des partenaires, mais vous l'avez vu, c'est un peu dans cette logique d'ailleurs que le département a souhaité cibler plus précisément ses subventions sur le Sicoval ou sur telle autre section, en considérant qu'on avait là des territoires qui peut-être n'avaient pas la ressource fiscale comparable à Toulouse Métropole et qui devaient être aidés pour pouvoir assumer l'équipement de ce territoire. Donc nous plaçons sur un raisonnement qui s'appuie sur cette démarche pour essayer de produire un accord politique et un équilibre dans l'intervention. Parce que j'attire votre attention sur une chose, c'est que le SMTC, une fois qu'il a payé l'exploitation, et avec le versement de transport et avec les tarifs, il n'a plus d'argent. C'est ce que montre la structure. L'investissement, c'est pas le SMTC qui le paye, c'est les collectivités membres. Et donc, si ce n'est le Sicoval qui paye les investissements lourds sur son territoire, ça ne peut pas être la CAM, le SITPRT ou Toulouse Métropole. Voilà, c'est qu'à un moment, il y a une logique presque irréfragable, c'est que c'est pas à Toulouse Métropole à financer les investissements spécifiques au territoire du Sicoval, c'est pas au SITPRT ni à la CAM. Après, il y a un travail à faire ensemble pour faire en sorte que cette charge soit supportable et qu'on fasse en sorte de la réduire au maximum en fonction de la mobilisation de l'ensemble des partenaires. Et ça, je crois que c'est un travail sur lequel on se retrouvera tous. Écoutez, la seule chose que je peux vous dire, c'est que
On a aujourd'hui, au sein du SMTC et du réseau TCO, vous le savez, la reprise du réseau de transport urbain que la ville de Colomiers exploitait depuis de très nombreuses années et dont elle supportait seule la charge. Eh bien, moi, il me semble qu'il pourrait être logique et, à mon avis, stratégique pour Colomiers de pouvoir disposer d'un accès au métro en plein centre, à la gare de Colomiers. Et que la question qui peut être posée, c'est si effectivement l'effort financier que la ville de Colomiers assumait pour avoir un réseau de bus dont l'offre était moyenne, hein, eh bien, ne peut pas demain être affecté progressivement, en fonction des contraintes, à permettre de boucler le financement de cette section. Et si, dans ce cadre-là, la ville de Blagnac, qui constitue avec Colomiers une unité industrielle sur tout le secteur aéronautique, accepte d'apporter un soutien, puisqu'elle a aussi, elle, bénéficié d'un système lourd de transport il y a quelques années, qui est le tramway, qui n'est pas à la hauteur du métro, mais elle a quand même un système lourd de transport, et demain, peut-être qu'il y aura aussi le métro avec la desserte de l'aéroport. Eh bien, si la ville de Blagnac accepte de contribuer à ce dispositif, on a peut-être là une clé qui ne fait pas tout, mais qui peut permettre de consolider définitivement cette section. Et à mon avis, il y a un enjeu pour le secteur nord-ouest, que je connais bien, pour la ville de Colomiers particulièrement, qui vaut, à mon avis, cette chandelle. Est-ce que la ville de Toulouse va être amenée à augmenter sa part de contribution à la métropole, puisque la contribution de la métropole va augmenter fortement de 65%? Alors, la ville de Toulouse l'a déjà fait par le passé, parce qu'en vérité, quand on a ce raisonnement, effectivement, la réaction immédiate, c'est de dire, mais puisqu'il va y avoir une évolution de l'offre sur Toulouse, pourquoi? Alors, il faut savoir que la ville de Toulouse, avant le transfert de la compétence, assumait le financement du transport et notamment a assuré le financement de la ligne A et, par l'évolution de sa contribution, a assuré le financement de la ligne B. Ça veut dire que, oui, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, dans le remboursement des 1,4 milliard et dans les 100 millions d'euros, que Toulouse Métropole verse annuellement au SMTC, il y en a 40 qui sont ce qu'on appelle les charges transférées de la ville de Toulouse. C'est-à-dire qu'il y a 40 millions qui sont chaque année retenus dans l'attribution de compensation de la ville de Toulouse pour financer les 100 millions. Et les 60 supplémentaires, c'est un financement que Toulouse Métropole a dégagé progressivement, qui est assuré par l'ensemble de la fiscalité métropolitaine, donc 2/3 de la ville de Toulouse. Mais à la place des villes de Colomiers et de Blagnac, on leur demande de financer, alors qu'elles contribuent déjà par l'intermédiaire de Toulouse Métropole au fonctionnement des transports. On leur demande de financer plus pour avoir un accès au métro, alors que la ville de Toulouse, apparemment, ne va pas financer plus. Non, parce que la ville de Toulouse, précisément aujourd'hui... Profiter un maximum de... Alors, non, vous m'avez pas... J'ai pas été assez clair, pardon. La ville de Toulouse, déjà, dans le cadre de l'évaluation des charges et du transfert de compétences, a un niveau de participation qui tient compte du fait qu'il y a un système lourd de transport. Lorsque ces charges ont été évaluées, notamment pour Blagnac et pour Colomiers, c'était des réseaux de bus. Et donc leur charge, même simplement ramenée à l'habitant, est comparable à celui de toutes les autres communes de Toulouse Métropole, peu ou prou, et se situe à un niveau de bus. L'idée, c'est de discuter pour qu'on ait une réévaluation des charges transférées pour tenir compte de l'existence d'un système lourd. À Toulouse, on a déjà ça. Et aujourd'hui, comme je viens de l'indiquer, 40 millions d'euros chaque année servent au financement de cette compétence. Poser ma question autrement. Lors du mandat précédent, la ville de Toulouse avait décidé de participer à hauteur de plusieurs millions d'euros au financement des transports, alors que ça ne se faisait pas avant. Est-ce que, dans le cadre ça se faisait pas. Il y avait une contribution spéciale à la métropole pour développer les transports, avec un plan de déplacement qui était en plus moins important que celui que vous envisagez, qui est très global. Sera amené à participer aux 65 ou 80 millions d'euros demandés en plus dans l'emprunt. L'un de mes professeurs d'université disait « La répétition est la meilleure des pédagogies », je vais le redire.
La question, c'est aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, la contribution au travers des mécanismes de compensation de Toulouse Métropole, de la ville de Toulouse, est de l'ordre de 90 € par habitant. D'accord ? Les communes de Toulouse Métropole contribuent, elles, sur une moyenne de l'ordre de 17 € par habitant. Parce que ça représente, grosso modo, l'évaluation des charges sur un réseau de bus. Voilà. Grosso modo. Donc, la ville de Toulouse n'a pas vocation à augmenter cette évaluation de charges parce qu'elle se situe déjà à un niveau qui était celui nécessaire pour assurer le remboursement des annuités, notamment de la ligne B. D'accord ? Et comme je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est l'extinction de la dette de la ligne B, les 1,4 milliard de stock, qui sont réutilisés pour réemprunter de l'emprunt qui va permettre d'assurer le financement. Donc je sais que ça peut paraître un peu nébuleux, mais ce cycle-là, il existe aujourd'hui. L'idée, c'était d'en finir avec une fiction un petit peu qui était de dire que la ville de Toulouse n'était pas endettée et que Toulouse Métropole ou le SMTC l'était. C'est pas une fiction, c'est une réalité, mais bon, ça c'est Oui, pas un mais débat. c'est un choix. Non, c'est pas un débat. C'est parce qu'on fait payer par la métropole. Mais, éventuellement, on en discutera si vous voulez, mais je vous assure, vous verrez le mécanique, mais après, c'est vrai que c'est compliqué à intégrer. La dette, ce sera le SMTC qui aura 2,5 milliards. Ce sera pas Toulouse. Mais c'est les collectivités qui payent la dette. Moi, je suis une tirelire, mais s'il n'y avait pas les collectivités, il n'y aurait pas... Toulouse Métropole qui aura la dette. Toutes les Non, collectivités. c'est le SMTC qui emprunte. C'est le SMTC qui emprunte. Non, mais ma capacité de remboursement vient des collectivités locales. Voilà. Oui. Mais On l'a dit tout à comme l'heure. j'ai dit, un emprunt, c'est pas une recette. Donc Jean-Michel a raison, il n'y a pas de recette au SMTC, à part les recettes tarifaires et le versement de transport. Non, mais bon. Je reviens moi, sur l'optimisation en interne. Vous avez parlé de plusieurs dizaines de millions d'euros. Je ne sais pas si ça recouvrait que l'optimisation. Qu'est-ce que vous entendez par là? Alors on est sur des montants à la marge. Qu'est-ce que ça recoupe finalement derrière ce mot? Je ne veux pas donner le sentiment que par le passé, on a pu considérer que parfois on pouvait dépenser sans compter. Mais le SMTC, qui est autorité organisatrice des transports, a parfois été amené à financer des choses qui ne relèvent pas de la politique de transport. C'est-à-dire quand on faisait un axe de transport, on faisait aussi beaucoup d'aménagements de voirie, voire beaucoup d'aménagements d'espaces publics. Bon, il faut qu'on clarifie un peu les règles là-dessus pour faire en sorte que le SMTC finance des infrastructures de transport, pas des réaménagements d'espaces publics. C'est pas son rôle, c'est pas à lui d'assumer cette charge. Après, dans les programmes d'investissement, c'est comme tout. On a eu l'occasion d'en parler il n'y a pas très longtemps. On a un programme d'aménagement des P+R. Il faut qu'on améliore un peu le fonctionnement. Dans des opérations comme ça qui sont complexes, on se rend compte que il y a des P+R où le coût de revient il est à 3 ou 4 000 euros à la place, et il y a des P+R pour des raisons spécifiques où on a des coûts de revient qui peuvent être de 15 000 euros. La question, c'est de se poser, d'avoir des ratios, d'avoir des règles, de se fixer des limites pour faire en sorte qu'on ait au global un nombre de places qui soit dans un coût de revient acceptable et que parce qu'on a une enveloppe, eh bien, on ne se laisse pas aller à la dépenser, y compris parfois en ayant des opérations prises individuellement qui ont des coûts un peu déraisonnables. Je pense qu'il y a une réflexion à avoir sur la rationalisation de l'investissement public. Chacun d'entre vous a des exemples dans d'autres domaines où parfois on fait des trucs et puis même si 10 actions sont bonnes, la 11e, c'est une aberration. Parce qu'il y a des règles, parce qu'il y a des raisons spécifiques. Mais... Et ça, c'est combien de millions, ce volet-là? Ça, on vous le dira quand on les aura fait. Parce qu'avant, c'est des promesses, c'est un peu... Oui, moi je pense que, oui, sur 3,8 milliards, je pense que si à la fin, si au bout du bout, on a
parce qu'on n'a pas pu obtenir toutes les subventions qu'on pouvait espérer ou escompter, etc. S'il faut qu'on fasse un effort de 70-80 millions, on y arrivera bien sur 3,8 milliards. C'est surtout les frais de personnel, non, qui augmentent les charges. Là, on parle d'investissement. Là, on parle que d'investissement. Sur l'objectif de 2%, Oui. actuellement, on est à combien par an d'augmentation? Quand il y avait M. Copé, on était à 6%. Hein. Mais vous aurez constaté que nous n'avions pas tout à fait la même vision de l'exploitation. Actuellement, on a déjà restabilisé les choses à l'inflation près. Hein. Et effectivement, dans le contrat de service public qui est en discussion d'ici le début de l'année, l'objectif, c'est de maîtriser les dépenses, et c'est possible. Évidemment, ça veut dire un travail important. Hein. Ça ne se fait pas comme ça d'un coup de baguette magique, mais il y a des moyens de le faire. Mais ça suppose de regarder l'ensemble des paramètres, des coûts d'exploitation avec sérieux et avec toutes les équipes de l'EPIC TICO. Comment ? Non, on a dit tout à l'heure, on était autour de 2. Voilà. Non, aujourd'hui, avec l'inflation, on est autour de 1,5-2. Voilà. On a stabilisé. Quoi. Est-ce que vous attendez d'une éventuelle tarification sociale? Est-ce qu'il y aura aussi une évolution des tarifs en fonction, comme il y a plus d'offres kilométriques aussi, il peut y avoir une réflexion là-dessus? Je crois que Jean-Michel Lett a déjà eu l'occasion de s'exprimer là-dessus, en rappelant qu'il y a une réflexion qui est en cours. Il y a des discussions qui ont eu lieu, il y a un travail, mais très franchement, quand vous voyez le budget, vous l'avez vu tout à l'heure sur la première slide de la partie financière, les recettes tarifaires, ça représente un quart du versement transport. Donc les recettes tarifaires ne sont pas et ne peuvent pas être un enjeu spécifique de financement, notamment du programme d'investissement. Voilà. Parce que quand bien même l'enjeu aujourd'hui, c'est de dégager, pour assurer le financement de ce programme d'investissement, de dégager 110 millions de recettes supplémentaires d'ici à 2030. C'est la participation des collectivités, les effets tarifaires, les effets de fréquentation liés au réseau, etc. Et les tarifs, c'est 70 millions. Donc si on considérait que les tarifs étaient une variable d'ajustement là-dessus, on serait sur des proportions hallucinantes. Ce qu'ils disent les engage et je vous invite à les interroger. Nous avons besoin d'avoir une rénovation de notre gamme tarifaire pour avoir une gamme tarifaire qui soit cohérente et équitable. Bon. Il y a une réflexion qui est en cours avec les collectivités membres du SMTC. J'observe d'ailleurs dans les réunions que nous avons eues qu'il y a un consensus global qui se dégage là-dessus. Mais je le redis, l'évolution tarifaire n'est pas un enjeu du point de vue du financement des investissements. Je l'ai dit tout à l'heure, on est sur une structure budgétaire où, grosso modo, les dépenses d'exploitation et les tarifs financent l'exploitation du réseau et les frais financiers. Donc on est sur les dépenses courantes. L'enjeu, par contre, pour répondre un peu plus précisément à votre question, c'est que dans la prospective, je l'ai dit dans le cadrage, on a, nous, indiqué qu'on était parti sur un taux d'inflation de 1,75 en moyenne, avec une évolution tarifaire en moyenne de 1,5%. Donc ça veut dire qu'on est, nous, en prospective, dans le cadre de notre programme financier, sur une évolution tarifaire qui est un quart de point inférieure à l'inflation. Bon, la bonne logique, d'ailleurs, ce serait d'avoir une évolution tarifaire qui suive l'inflation. Sinon, on décroche. Bon. Mais bon, on y est grosso modo avec ça. L'idée, c'est ça, c'est que les tarifs ont vocation à augmenter comme l'inflation. Bon. Après, là, il y a une réflexion spécifique sur notre gamme tarifaire qui est un peu obsolète. Mais le vrai risque pour les tarifs, c'est de faire déraper les coûts d'exploitation. Parce que comme je l'indiquais, c'est-à-dire que c'est le versement transport et c'est les tarifs qui financent prioritairement l'exploitation du réseau. Si le coût d'exploitation du réseau explose, comme le versement transport, vous ne maîtrisez pas, ça veut dire que c'est les tarifs qui seraient appelés à faire l'équilibre. Donc ça, ce n'est pas notre objectif parce que ce serait une facilité trop grande.
nous nous plaçons dans une position claire de maîtrise des dépenses d'exploitation pour pouvoir assurer une politique tarifaire équitable et qui n'évolue pas dans des proportions qui soient défavorables. Je veux préciser une chose, c'est que oui, le seul point concernant la troisième ligne de métro et le plan mobilité 2030 présenté, le seul point qui concerne la politique tarifaire, c'est qu'à l'occasion de tous les échanges qui ont eu lieu avec nos partenaires, le département a pris position le 24 juin dernier pour, je cite, la mise en œuvre d'une politique tarifaire des transports accessible et sociale, c'est-à-dire un changement de logiciel dans notre grille tarifaire qui est conforme à toutes les réflexions que nous menons et que nous avons le devoir de concrétiser maintenant cet automne. L'avantage, c'est que lorsque nous adopterons une nouvelle grille tarifaire selon une logique de tarification sociale, ce qui sera une grande nouveauté pour l'agglomération toulousaine. PDU, on en est où qu'est-ce qui va en être dans les prochains? Sur le nouveau PDU, l'avantage là aussi, c'est que les discussions que nous avons eues avec nos partenaires au cours des 4 mois écoulés et qui ont montré la nécessité de ne pas limiter la discussion, de ne pas limiter l'ambition à la troisième ligne, nous ont permis de discuter de tous les autres projets. Et donc, à travers cette troisième ligne, en réalité, on fait d'une pierre 3 coups. La troisième ligne, la tarification sociale et le PDU. Donc, le PDU, Jean-Michel Latte vous a donné, je crois, un agenda d'ici la fin de l'année. Donc, effectivement, le PDU, dans les mois à venir, il devrait être précisé, finalisé. Mais aujourd'hui, vous en avez toute l'architecture. La participation du SICOVAL actuellement est de 2 millions d'euros par an. La participation des 3 collectivités autres que Toulouse Métropole est de l'ordre de 2 millions d'euros, 2,2 millions par an. Parce que là, elle va passer à 14 ou 15 millions d'euros par an en Crète. Alors, je sais que vous émettiez des doutes sur la capacité de remboursement du SICOVAL d'un prolongement de l'UNEB. Est-ce que là, il n'y a pas aussi des doutes à avoir sur la capacité de Comme j'ai dit, il y a à dépenser 14 ou 15 millions d'euros par an pour financer notamment le... Aujourd'hui, en l'état, pour prendre en compte la desserte du SICOVAL par la troisième ligne et l'interconnexion sans rupture de charge comme c'est souhaité par les différents partenaires, et compte tenu des positions exprimées aujourd'hui par le département, la région et l'État, on est sur ces opérations sur ce territoire à un solde net déduction faite des subventions de l'ordre de 230 millions d'euros. 230 millions d'euros. Si on prend notre hypothèse, qui est celle d'un emprunt sur 25 ans à 3,5, ça fait de l'ordre de 14 millions d'euros. Bon, je l'ai indiqué tout à l'heure, déjà sur le coût des opérations, je pense qu'il y a un gros travail d'optimisation et de définition des investissements, et le SICOVAL lui-même y travaille, et il a un certain nombre d'idées qui peuvent permettre de réduire sensiblement la charge. Sensiblement la charge. Après, il appartient de se prononcer. Il y a la possibilité, j'ai évoqué tout à l'heure, de pouvoir discuter encore d'un petit coup de pouce des autres partenaires. Pourquoi pas sur ce territoire. Il y a surtout, je crois, la capacité, à partir du moment où on a un accord politique, de travailler de façon très précise pour faire en sorte que tout ça soit compatible. Il est évident que le SICOVAL ne prendra pas d'engagement qui ne soit pas compatible avec ses capacités financières. Mais nous sommes là d'abord sur une échéance à 2024, 2024 grosso modo. Donc tout ça, on a largement le temps de le travailler. Et comme disait quelqu'un que j'apprécie beaucoup, on n'est jamais à l'abri de bonnes nouvelles. Bon, je voulais préciser une chose, ce que nous jugions irréaliste, c'est le fait que le SICOVAL puisse payer d'un coup et à court terme 140 millions d'euros. Ça, c'était l'ancien schéma de financement. Nous, on est dans une autre logique,
à la fois d'ailleurs pour la métropole et pour le Sicoval, qui consiste à prévoir une augmentation de la cotisation par une montée en charge progressive. Voilà. Après, il appartiendra évidemment aux élus du Sicoval de réfléchir et, je dirais, de procéder à l'ajustement de leur propre stratégie budgétaire à l'aune de cette ambition. Mais en tout cas, si le président Auberti était là, c'est qu'il est d'accord avec cette nouvelle manière d'appréhender le financement, c'est-à-dire plutôt qu'une contribution lourde et une sorte de coup de massue, prévoir une progressivité. Voilà. C'est beaucoup plus réaliste. Deux heures de conférence de presse, c'est bien, on continue. Oui. Alors, on l'a dit tout à l'heure, on lance des études sur l'hypothèse qui est présentée par... voilà. C'est-à-dire, parce qu'à ce jour, cette hypothèse n'est pas étudiée. C'est une proposition qui a été faite. Jean-Luc Moudinque a dit qu'il s'y engageait au regard de la discussion politique que nous avons eue avec le département. Et on va voir ce que nous donne cette nouvelle option, cette nouvelle étude. Voilà. Mais vous savez, quand on est dans un processus SMTC, on a la phase étude, et je pense que c'est la SMAT qui va l'assurer, on a la discussion, et ensuite on a, avec nos partenaires, des analyses des propositions qui sont faites. Là, on est sur une hypothèse qui a été avancée avant que les études soient faites, donc on va remettre les choses dans l'ordre. On n'étudie que l'hypothèse du conseil départemental. Mais après, on va le voir ensemble. Vous faites des engagements avant de prendre des études, vous ? Quand vous achetez un appartement, vous commencez par accepter le prix sans regarder vos... Le programme d'investissement, Jean-Luc Moudinque l'a dit, le programme d'investissement... Ah, si, c'est très clair pour nous. C'est pour vous que c'est pas clair. Il intègre, le programme d'investissement tel qu'il est présenté aujourd'hui, intègre la maîtrise d'ouvrage par le SMTC, le financement par les différentes modalités qui ont été présentées, dans le cadre de la réalisation de ce programme d'investissement. C'est intégré. Parce que dans les 3,8 milliards, il y a 180 millions d'euros Absolument. de connexion B. Absolument. Donc c'est intégré. C'est intégré. C'est intégré. Mais, oui, mais l'étude, elle peut révéler beaucoup de choses. Hein. C'est-à-dire qu'on va, sur la base de cette étude, ça sera peut-être moins cher avec l'étude. Ou plus cher. Reste à étudier. Non, ça ne peut pas être beaucoup plus cher, parce qu'on a déjà le socle haut qui était le PLB. On a la réponse. C'est plus cher que Colomiers. Et pourquoi vous n'étudiez pas un double? Parce que c'est la demande du conseil départemental de faire un système sans rupture de charge. Et ce qu'a dit Jean-Luc Moudinque, c'est que politiquement, il répondait à la demande du président du conseil départemental. Ah ben ça, on le sait déjà. Ça, on le sait déjà, ça coûte 220 millions d'euros. Ça coûte 220 millions d'euros. Ça, on le sait, puisque ça, c'est l'étude qui a déjà été faite. Si, c'est exactement le même trajet. Simplement, ça, c'est l'examen d'une hypothèse qui serait à un coût inférieur, qui ferait gagner 40 millions d'euros. Voilà l'objectif. Voire plus. Voilà. Il me reste à vous remercier pour votre présence nombreuse et peut-être à vous souhaiter bonnes vacances. Passionné des transports ou simple curieux, venez découvrir notre chaîne YouTube Transport Toulouse.